Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu des raisonnements. On ne rentrera pas dans les détails techniques, mais on va discuter brièvement de quelques types de raisonnements qui reviennent de manière assez fréquente lorsqu'on s'intéresse à des questions ou des problèmes de mathématiques. Donc les raisonnements, évidemment, c'est super important parce que c'est ce qui va nous permettre de montrer des résultats de manière rigoureuse. Et donc, pour cela, le mathématicien dispose d'un certain nombre de raisonnements types qui reviennent assez régulièrement et on va en discuter de quelques-uns d'entre eux dans cette vidéo. Donc, un premier raisonnement, alors même on va traiter deux raisonnements en parallèle, c'est ce qu'on appelle les raisonnements par implication successive. Donc, l'idée, c'est par exemple de montrer ce type de résultat, donc A implique B, ou bien, comme je disais, on va traiter en parallèle un deuxième type de raisonnement, c'est le raisonnement par équivalence, pour montrer une équivalence. Là, la différence entre les deux, c'est que là, c'est une relation à sens unique, donc c'est si A est vrai, alors on peut dire que B est vrai. Si B est vrai, on ne peut rien dire sur A. Là, par contre, on peut dire des choses dans les deux sens. Si A est vrai, on peut dire des choses. Si B est vrai, on peut dire d'autres choses aussi. Donc là, l'implication, enfin le raisonnement par implication successive, c'est juste que le point de départ, ça sera A, et puis à partir de A, on pourra dire quelque chose. On ne sait pas quoi, là, enfin, on n'a rien de très précis, mais on pourra dire quelque chose, et à partir de ce quelque chose, on pourra dire encore autre chose, et puis encore autre chose, et puis à la fin, il y a un moment où il y a quelque chose qui nous permettra de dire « Ah bah donc ça implique B ». Et donc puisqu'on a A qui impliquait ça, qui lui-même impliquait ceci, qui lui-même impliquait cela, qui lui-même implique B, on peut dire que A implique B. Alors c'est pas très beau, je vais enlever ça, c'est très moche. Mais au final, on peut dire en conclusion que A implique B. Maintenant, à peu près le même type de raisonnement, ça sera un raisonnement par équivalence. Donc là, ça va être exactement la même chose, sauf que au lieu d'avoir des flèches seulement vers la droite, on en aura dans les deux sens. Donc il y a A qui serait équivalent à quelque chose, qui serait équivalent à quelque chose, et encore à quelque chose, puis à la fin, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et on arrive à B. Et donc pareil, en conclusion, on peut dire que A est équivalent à B. Par contre, je commençais à en parler dans la vidéo sur les quantificateurs. Ici, il faut faire attention. Parce que quelquefois, on note par automatisme des équivalences, et quelquefois il y a des choses qui ne sont pas équivalentes, mais qui sont seulement des implications, donc qui fonctionnent que dans un sens. Et quelquefois, il y a à la plupart des étapes, on peut écrire une équivalence, mais il y a une étape où il y a une petite subtilité, et cette étape, c'est seulement une implication. Et dans ce cas-là, on peut avoir, s'il y a une dizaine de lignes sur les 10 lignes, on peut avoir 9 équivalences et une implication. À la fin, c'est pas une démocratie, c'est pas la majorité qui décide, c'est l'implication qui va imposer le fait que si à un moment là-dedans, dans la série d'équivalences, il y a une implication qui se glisse, à la fin on aura simplement A implique B. Mais donc c'est embêtant parce que nous, au début, on voulait montrer que A était équivalent à B. Mais dans ce genre de situation, on ne peut pas raisonner directement par équivalence. S'il y a un moment, il y a une étape où ça coince, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est montrer les deux sens séparément. D'un côté, on peut montrer que A implique B en première étape, puis dans un second temps, on montre que B implique A. Et dans ce cas-là, tout ça, ça revient à dire que A est équivalent à B. Donc pour montrer une équivalence, soit on peut raisonner par équivalence, justement, et dans ce cas-là, c'est ce qu'il y a de plus rapide, parce qu'on peut montrer les deux sens simultanément. Quelquefois, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, on peut séparer en deux la démonstration, on fait un sens d'abord, l'autre ensuite, et à la fin, on récupère bien les deux sens. Donc, implication successive, raisonnement par équivalence ou raisonnement par double implication.
Mais dans les deux cas, le raisonnement par équivalence ou le raisonnement par double implication, ça permet d'aboutir à une équivalence dans les deux cas. Donc, ça c'est pour les premières, les deux ou trois premiers, si on compte ces deux-là comme deux raisonnements différents, ce qui est le cas. Donc on va dire que c'est les trois premiers raisonnements. Ensuite, c'est pas vraiment un raisonnement, mais comme j'ai l'impression, j'ai certains de mes élèves par le passé pour qui c'était pas forcément tout à fait clair, quelquefois on veut montrer des égalités. Donc on veut montrer que A est égal à B, une expression est égale à une autre. Pour montrer une égalité, on peut rédiger par équivalence. Quelquefois d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est pas la majorité des cas. Donc par exemple, on peut dire que A est égal à quelque chose, c'est équivalent à dire que A est égal à quelque chose, et que A est égal à un autre quelque chose, et qu'à la fin, c'est équivalent à A est égal à B. Quelquefois, on est obligé de faire comme ça, mais c'est vraiment une minorité de cas. Dans la plupart des cas, si vous voulez montrer une égalité, vous partez de la gauche pour arriver à droite, ou inversement. Vous partez de la droite pour arriver vers la gauche. Donc soit vous faites A est égal à quelque chose, est égal à quelque chose, est égal à quelque chose, est égal à B. Et donc A, ça sera égal à B. Ou bien vous faites B est égal à quelque chose, est égal à quelque chose, est égal à quelque chose, est égal à A. Les deux fonctionnent. En général, il faut essayer de regarder ce qui est le plus facile. Est-ce que c'est plus facile de passer de A à B ou de B à A? Et ça, c'est avec l'expérience aussi qu'on commence à voir quelquefois quel est le sens le plus simple. Typiquement, en général, on a toujours plus de facilité à développer une expression qu'à la factoriser. Donc là, ici, si A, ça a une expression développée, plutôt développée, et que B, ça a une expression plutôt factorisée, c'est peut-être plus simple de démarrer de la factoriser, de tout développer, de tout regrouper, et puis avec un peu de chance, et si on ne fait pas d'erreur, on retombe sur A. Donc voilà, pour démontrer des égalités, je déconseille vivement de faire des rédactions par équivalence. Un autre type de raisonnement, ça va être le raisonnement par contraposé. On va d'abord faire le raisonnement par disjonction de cas. Donc, les raisonnements par disjonction de cas, c'est surtout utile en arithmétique. Donc pour la branche des mathématiques qui s'intéresse aux entiers naturels ou aux entiers relatifs. Donc le raisonnement par disjonction de cas, par exemple, on peut l'utiliser quand on veut montrer par exemple un résultat sur un entier naturel n. Pour un entier naturel petit n, donc n appartenant à grand N. Et là, quelquefois, on peut faire des disjonctions de cas. Par exemple, on peut d'abord se restreindre au cas où n est pair. D'abord montrer que le résultat est vrai pour 0, 2, 4, 6, 8, etc. Et ensuite faire le cas pour n impair. Et dans ce cas-là, si séparément on arrive à montrer que c'est vrai pour les valeurs paires de n et les valeurs impaires de n, à la fin on aura montré que c'est vrai pour toutes les valeurs de n. Alors vous me direz, mais ça fait plus de travail, on veut montrer un résultat et on le coupe en deux résultats. Alors oui, peut-être, mais quelquefois on n'a pas le choix. Parce que quand on fait des disjonctions de cas, tout l'intérêt de faire une disjonction de cas, c'est d'être en mesure de raconter des choses supplémentaires. Là maintenant, si on dit que n est pair, ça veut dire qu'il existe un entier P tel que n peut s'écrire sous la forme de P. Et de la même manière, si on suppose que n est impair, ça veut dire qu'il existe un entier P tel que n s'écrit sous la forme de P plus 1. Et donc maintenant, peut-être que le fait de passer de n à 2p ou de n à 2p plus 1, ça débloque des choses. Parce que là, il y a le 2 par exemple qui peut être pratique dans certains cas. Ça, c'est le raisonnement par disjonction de cas. Il y a aussi le raisonnement par contraposé. Donc le raisonnement par contraposé, c'est un raisonnement pour montrer une implication. Par exemple, que A implique B. Quelquefois, c'est pas simple à montrer sous cette forme-là.
Mais dire que A implique B, c'est équivalent à dire que non B implique non A. Là, il va faire attention, hein, pas écrire non A implique non B, ça c'est faux. Il faut prendre la négation et inverser les deux côtés. Donc là, montrer que A implique B ou que non B implique non A, c'est exactement la même chose. Donc par exemple, il y a un résultat qui marche bien. C'est par exemple si on a un entier P appartenant à N, et si on suppose que P carré est pair, on veut montrer que P carré pair implique que P est pair. Sous cette forme-là, c'est pas forcément très pratique. La contraposée est beaucoup plus simple à montrer. Parce que donc, si on inverse et qu'on prend la négation, on veut dire que P est non pair. Donc non pair, ça veut dire que P est impair. Implique que P carré est non pair, enfin n'est pas pair. Donc P carré est impair. Donc si on montre soit ce que j'ai écrit en rouge ou ce que j'ai écrit en noir, c'est la même chose. Et donc encore une fois, bon, c'est comme l'histoire sur la disjonction de K. Si P est impair, ça veut dire qu'il peut s'écrire sous la forme 2K plus 1. Donc ça c'est P. Et si on l'élève au carré, donc là on suppose que P, donc P carré, enfin P au carré c'est égal à 2K plus 1 au carré. Et si on développe ça, ça va faire 4K carré plus 4K plus 1. Donc ça peut s'écrire sous la forme 2 facteurs de 2K carré plus 2K plus 1. Donc ça peut s'écrire sous la forme 2 fois un grand K qui est égal à 2K carré plus 2K plus 1. Et ça, c'est un nombre impair. Donc on peut dire que si P est impair, P carré est impair. Donc exactement ce qui est écrit en rouge. Et en montrant ça, on a montré ce qui est écrit en noir. Donc que P carré est pair implique P est pair. Il reste un dernier grand type de raisonnement que j'aimerais aborder dans cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Donc le raisonnement par récurrence, donc ça c'est un raisonnement qui est abordé en terminale. Oui d'ailleurs, oui cette vidéo elle est plutôt à destination des terminales, enfin les secondes et les premières peuvent la regarder. Mais c'est surtout à destination des terminales, parce que pareil, je pense que les raisonnements par disjonction de K, c'est en terminale, vu que c'est en terminale qu'on fait de l'arithmétique. Mais bon, si vous êtes en seconde ou en première et que vous comprenez à peu près ce que je raconte, c'est très bien, vous pouvez rester. Donc le raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement qui va nous permettre de montrer des résultats sur n. Donc sur l'ensemble des antinaturels ou sur un sous-ensemble de n. Quelquefois, on ne commence pas à n égale 0, c'est à partir de 1 et après, ou 2 et après, peu importe. Mais c'est quelque chose sur n ou un sous-ensemble de n. Et alors, essayons de faire une analogie. Donc, il y a quelques années, il y a eu l'épidémie de SARS-CoV-2, enfin Covid-19, qui se propageait au sein de la population, entre les pays, entre les personnes. Donc imaginons qu'il y ait plusieurs personnes côte à côte, qui restent côte à côte, indéfiniment. Elles n'ont rien à faire, elles restent là. Donc le virus, le SARS-CoV-2, il se propage avec des contacts sociaux, donc en se parlant par exemple, sans masque. Et ici, alors, on va venir, enfin, vous allez voir après le lien avec la récurrence, là j'avoue que c'est pas immédiat, mais vous allez voir. Là ici, admettons qu'il y ait une personne qui soit malade. Donc cette personne, elle est malade. Là, elle est côte à côte avec cette personne, enfin celle qui est à côté. Peut-être qu'elles vont se parler un peu, ou peut-être pas, on va dire que même si on ne se parle pas, le virus se propage. Donc cette personne qui est maintenant infectée et malade, elle va infecter la personne d'à côté. Maintenant, cette personne, elle est infectée. Donc elle peut infecter celle d'à côté. Et ainsi de suite.
Donc à la fin, tous les gens de la ligne vont être infectés. Pourquoi est-ce qu'ils sont infectés? C'est parce qu'il y a eu l'équivalent d'un patient 0, donc un premier patient qui a été infecté, et il y a eu propagation de proche en proche. Et c'est avec ces deux aspects qu'on peut dire que tout le monde est infecté maintenant. Et bien si vous avez compris ça, vous allez être prêt pour aborder le raisonnement par récurrence. Avant ça, j'ai peut-être une autre image à proposer pour ceux à qui c'est pas très parlant. Une chute de dominos. Il y a des dominos parfaitement alignés, enfin alignés comme il faut pour que ça se passe bien si on veut tous les faire chuter. Tant qu'il n'y a pas un domino qui chute, tant qu'il n'y a pas un premier domino à tomber, il n'y a personne qui va tomber. Par contre, si on fait tomber un domino, tous ceux qui sont après vont tomber. Parce qu'il y aura propagation de la chute. Il y a le domino qui tombe en premier qui va faire tomber celui qui est à côté, qui va lui-même faire tomber celui qui est à côté, et ainsi de suite. Donc il va y avoir encore cette idée d'un premier événement, donc la première chute, et puis la propagation. Et à la fin, tous les dominos sont tombés. Donc c'est la même chose, sauf que là, au lieu d'avoir des patients ou des dominos, on a ce qu'on appelle des rangs. Nous, on veut montrer que la propriété, elle est vraie pour n'importe quel n. Donc on veut montrer qu'elle est vraie pour, par exemple, au rang n égale 0, au rang n égale 1, au rang n égale 2, 3, etc. n, n plus 1, n plus 2, et comme ça, jusqu'à l'infini. Donc pour ça, on a dit qu'il y avait deux étapes importantes. Il faut qu'il y ait un patient 0, ou un premier domino qui chute. Autrement dit, là, pour la question de mathématiques qu'on se pose, il faut que la propriété qu'on cherche à démontrer, elle soit vraie, par exemple, pour n égale 0. Et ensuite, la deuxième étape importante, c'est qu'il faut que la propriété se propage. Donc si elle est vraie en 0, elle sera vraie en 1. Maintenant qu'elle est vraie en 1, vu qu'elle se propage de proche en proche, eh bien, elle sera aussi vérifiée pour n égale 2, puis pour n égale 3, et ainsi de suite. Donc, les raisonnements par récurrence sont décomposés en deux étapes qui correspondent vraiment à ce que je viens d'expliquer, le patient 0, la propagation. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Initialisation. Donc dans cette étape, on va se placer au premier rang. Donc si on veut montrer la propriété sur n, on se place en 0. Si on veut montrer sur n étoiles, on se place en 1. Et ainsi de suite, il faut adapter au cas par cas. Donc on veut montrer que la propriété est vraie au premier rang. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc c'est dans cette étape qu'on va montrer que la propriété se propage de proche en proche. Donc pour se propager de proche en proche, il faut prendre un rang, n'importe lequel. Donc on prend soit n appartenant à n, ou n étoiles, enfin c'est adapté à la situation, soit n appartenant à n étoile fixé. Pour bien montrer qu'on se place en un rang et on regarde si ça se propage. Ensuite, on va supposer que la propriété est vraie au rang n. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on fait. Et ensuite, ce qu'on veut montrer, c'est est-ce qu'elle est vraie en n plus 1. Et ensuite, si on arrive à montrer qu'elle est vraie en n plus 1, ça veut dire qu'elle se propage entre n et n plus 1, donc elle se propage entre deux nombres voisins, et donc elle se propagera jusqu'à l'infini. Et puis la conclusion, il peut y avoir une troisième étape, une conclusion, où juste là on dit, de ce fait-là, la propriété est vérifiée partout, sur l'ensemble qu'on s'était donné au départ, n étoiles ou un ensemble plus petit. Donc voilà, donc l'hérédité, elle commencera toujours par une phrase du type soit n appartenant à n fixé, supposons que la propriété est vérifiée au rang n, montrons qu'elle reste vraie au rang n plus 1. Vraiment, c'est important, c'est long à écrire, mais il faut le faire. Là, je ne le fais pas, mais vous devez le faire. Quand j'étais à votre place, je le faisais. Donc je répète la phrase, soit n appartenant à grand N fixé, supposons la propriété vérifiée au rang n, montrons qu'elle reste vraie au rang n plus 1.
Après, chaque prof, chaque enseignant a sa petite phrase, sa petite variante, mais globalement, ça doit ressembler à un truc comme ça. Donc là, pour les raisonnements, bon, j'ai pas pris, à part pour la contraposée, d'exemples très précis. Je vous ai juste expliqué les grandes lignes et les grands principes qui se cachent derrière ces raisonnements. Évidemment, dans les vidéos, on va les mettre en pratique et les appliquer. Donc si ça vous paraît un peu abstrait, c'est pas très grave, mais voilà, faut que vous ayez en tête que vous avez plusieurs outils à votre disposition pour montrer les résultats. Et on en a cité quelques-uns, pas tous, il y a encore d'autres raisonnements qui sont un peu plus avancés, donc peut-être que j'en parlerai dans une vidéo si un jour j'en ai besoin, mais là on va s'arrêter là. Le plus important peut-être c'est le raisonnement par récurrence. Mais je pense avec les images à les dominos ou le patient, enfin la propagation de l'épidémie, c'est assez parlant. Et voilà, après on fera, en terminale, pour ceux qui sont en terminale, vous allez faire beaucoup de récurrences, donc normalement à la fin vous allez être rodé. Donc on va s'arrêter pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas activer la cloche pour être mis au courant des prochaines sorties de vidéos. Et puis vous pouvez aussi laisser un commentaire pour dire quel chapitre et quel thème vous aimeriez voir bientôt sortir en vidéo. Donc voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.